Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc effectivement, je vais vous entretenir de démocratie et d'écologie, notamment en m'appuyant sur un livre que j'ai publié il y a quelques années avec un collègue et ami nord-américain qui s'appelle justement Vers une démocratie écologique. Alors, je vais partir d'une première définition de la démocratie. On peut la définir de façon très différente. Je vais choisir cette définition. C'est l'institution de l'influence des citoyens sur la prise de décision publique, ce qui permet tout de suite de différencier les trois modalités principales d'influence, la démocratie représentative ou délégative, la démocratie participative et puis la démocratie directe. Alors j'habite maintenant dans un pays où on est très friand de démocratie directe, donc je dois m'y intéresser beaucoup et effectivement il y a des choses intéressantes. Alors de façon générale, peut-être fais-je des illusions, mais normalement la finalité d'une démocratie, c'est l'amélioration du bien-être général. C'est le legs de la philosophie du contrat, et au moins en apparence, on est toujours fidèle à cette définition, et quant à moi, je tiens à l'être toujours. Donc la première chose qu'il faut bien voir, et c'est aussi ce qui justifie cette fidélité de nos démocraties, est le fait qu'on demande aux citoyens, qui sont le fondement des démocraties, de se prononcer sur le sujet, parce que si je vous demande à chacun de vous, ou si plutôt je veux savoir le degré de bien-être de chacun de vous, je n'ai aucun autre moyen de le savoir, si ce n'est de vous le demander directement. Et c'est précisément pourquoi, en démocratie, eh bien, le citoyen est érigé en juge des politiques publiques. Juge, dans un premier temps, pour permettre à des élus d'accéder à l'autorité publique, et puis dans un second temps, lorsque ces élus se représentent, bien, le citoyen va juger et va se déterminer sur l'opportunité ou non de reconduire ces gens. Alors on peut dans un premier temps se tromper, par exemple, c'est l'exercice des promesses électorales, élire quelqu'un parce qu'on s'attendait à ce qu'il conduise une politique avec une certaine forme de trajectoire, puis on peut se rendre compte au bout de quelques années que finalement la personne que l'on a élue eh bien, n'est pas allée dans la trajectoire promise. Chose assez classique d'ailleurs. Mais donc, dans tous les cas, c'est le citoyen qui est le juge, et encore une fois, il est la seule source de la connaissance. Maintenant, justement, le problème, c'est que ce citoyen source de la connaissance, ce citoyen juge, pondéré, posé, informé, quant aux conséquences des politiques publiques sur le bien-être, eh bien précisément, ça ne marche pas du tout en environnement. Et c'est précisément ce dont j'aimerais, avec vous maintenant, partir. Alors, un constat déjà, vous le savez, si on parle de développement durable, alors évidemment on peut dire Rio, on peut dire 87, le rapport Brundtland, mais si vous regardez déjà le sommet de Stockholm de juin 72, vous aviez déjà la préfiguration des fameux 3 piliers. Donc on peut dire qu'on peut faire le bilan de 40 années, par certains côtés, de développement durable. Et si on regarde les 2 grands objectifs qui étaient ceux du développement durable, d'un côté la réduction des inégalités de la richesse sur Terre, et de l'autre la réduction des impacts des activités humaines, notamment sur l'environnement global, je suis désolé, mais effectivement on ne peut que constater l'échec. Or, nos démocraties ont un rôle, à mon sens, déterminant dans cet échec. On peut s'amuser à rappeler le discours de George Bush à Rio. On ne négocie pas le mode de vie américain. On peut se souvenir de Copenhague. Regardez la récente campagne qui se termine ces jours aux États-Unis. Il n'a même pas été question une seule fois du changement climatique. Il a fallu compter avec la nature pour essayer de réintroduire le sujet. On n'a même pas réussi. Imaginez la difficulté. Et puis de façon très simple, et la globalisation et l'économie néoclassique n'ont rien à faire de l'environnement, ou plutôt, elles s'occupent parfois d'environnement, mais avec des instruments qui ne permettent pas de réduire vraiment l'impact global. Donc on a une grosse difficulté, une difficulté énorme. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est déjà d'essayer de comprendre pourquoi cette inefficacité de nos démocraties, pourquoi cette inefficacité générale par rapport pourtant aux objectifs assez clairs
qui étaient ceux du développement durable, mais qui étaient déjà ceux de Stockholm en 1972. Alors, pour ce faire, pour répondre à cette question, je vais retenir 5 des caractéristiques des problèmes d'environnement contemporains. Pour autant d'ailleurs que ces caractéristiques, on ne les retrouverait pas avec les problèmes traditionnels. Évidemment, l'environnement, les problèmes environnementaux ont jalonné toute l'histoire. Ce n'est pas du tout un privilège de l'époque contemporaine. Donc la première caractéristique de ces problèmes d'environnement contemporain, c'est justement leur devenir planétaire. Chaque année, l'humanité charrie plus de gravats que toutes les forces de l'érosion réunies. Et finalement, on a perturbé les grands cycles biogéochimiques, le cycle de l'eau, le cycle de l'azote. Les activités humaines font que le cycle est 3 fois plus important qu'il ne serait sans les activités humaines. Si c'est pareil pour le phosphore, pour le soufre, si on regarde l'arsenic par exemple, c'est même 4 fois compte tenu de l'importance des activités minières. Si on regarde, alors si on revenait à proprement parler au cycle biogéochimique, regardons le carbone, on a effectivement, l'humanité a fortement perturbé le cycle du carbone et bien comme vous le savez, par rapport à l'ère pré-industrielle, la teneur de l'atmosphère en carbone est de 40% supérieure à ce qu'elle était. Si on regarde un autre paramètre qui est l'artificialisation des surfaces, c'est même assez impressionnant. On est au point d'avoir à peu près artificialisé la moitié des surfaces artificialisables et à telle enseigne qu'en 2000, dans un article célèbre, Paul Crutzen dit voilà, on doit admettre que nous sommes entrés dans une ère géologique nouvelle, que nous sommes sortis de l'Holocène, et cette ère, propose-t-il de l'appeler, il en était question à Brisbane en Australie cet été, propose de l'appeler Anthropocène. Effectivement, une ère qui est très fermement marquée et à grande échelle par l'influence des activités humaines. On peut s'amuser en reprenant les analyses de McNeill dans sa fameuse histoire de l'environnement au XXe siècle, effectivement, on peut aussi traduire les choses autrement. C'est-à-dire que si on regarde chacun des grands paramètres, on a tout bouleversé. On a complètement bouleversé la pédosphère en artificialisant, en acidifiant, en compactant, salinisant. On a aussi déforesté, désertifié avec les activités minières, les barrages, etc. On a aussi effectivement bouleversé la lithosphère. On a chamboulé avec barrages, force barrage, irrigation, pompage des aquifères, suppression des zones humides, des mangroves, l'hydrosphère. On a, je viens de le rappeler tout à l'heure, complètement bouleversé la composition chimique de l'atmosphère, au sens restreint de la biosphère, pas au sens global de l'enveloppe de viabilité qui nous permet de vivre, mais on a vraiment singulièrement appauvri la richesse génétique de toutes les populations, ce qui est en soi gravissime, et en un sens global, on a très très fortement perturbé la biosphère comme aucune période avant nous. Or, le problème, c'est qu'effectivement, en revanche, nos institutions démocratiques sont par définition des institutions territoriales. On élit des individus pour qu'ils défendent nos territoires. Prenez récemment, au début du mandat d'Obama, je me souviens avoir vu avec mon camarade Karine une émission de CBS où on entrait dans différents foyers. C'était je crois dans le Missouri. On voyait d'énormes frigos à l'américaine, ce qui pour un Européen est toujours un peu saisissant. Je ne sais pas combien d'appareils électroniques, 3-4 voitures. Et les gens vous disaient, non, nous on n'accepte pas qu'on augmente d'un cent le prix du kilowattheure. Mais effectivement, ce sont les sénateurs démocrates de ces États des États-Unis qui ont mis à bas le projet d'Obama, au début de son mandat, d'instaurer un marché du carbone comme il en existe en Europe depuis janvier 2005. Donc les élus d'un territoire sont là pour défendre les intérêts des habitants de ce territoire. Or, les problèmes d'environnement sont au moins transfrontaliers et pour certains d'entre eux, véritablement globaux. Et là, les institutions démocratiques sont en quelque sorte prises à revers et leur effet est totalement contre-productif par rapport aux difficultés envisagées. Regardons maintenant une seconde caractéristique des problèmes
d'environnement, c'est leur invisibilité, au sens où ils n'accèdent pas immédiatement au sens, à la différence des problèmes des sociétés traditionnelles, que ce soit des problèmes de pestilence, que ce soit des problèmes de pollution aquatique, avec par exemple le rouissage du lin, que ce soit des problèmes d'ailleurs de désertification, de déforestation. Tous ces problèmes étaient accessibles au sens et ils permettaient d'établir une certaine forme de consensus. Si vous regardez en revanche les grands problèmes d'aujourd'hui, que ce soit la déplétion de la couche d'ozone, que ce soit le changement de la composition chimique de l'atmosphère, que ce soit la présence de micropolluants, que ce soit la présence de radionucléides, etc. Quel que soit le problème qu'on va regarder, les perturbateurs endocriniens, encore une fois, quel que soit le sujet que vous allez vouloir aborder, par définition, je n'accède pas du tout à la réalité par mes sens. Mes sens ne me disent rien de ces perturbations de l'environnement. Elles leur sont inaccessibles. Et vous voyez que là, on se trouve dans une situation totalement différente de celle dont je suis parti avec la question du bien-être. En matière de bien-être, je suis moi-même la source de la connaissance. En matière d'environnement, et notamment d'environnement global, avec les problèmes qui sont les problèmes contemporains, je n'accède pas à la connaissance par moi-même. Je ne peux y accéder que de façon médiatisée, que par l'intermédiaire de connaissances scientifiques, en passant par les médias. Changement climatique à la télévision, 47 secondes. C'est assez difficile pour un citoyen de se faire une idée, un tant soit peu précise, du sujet. Et donc ça, c'est un problème énorme en matière de démocratie. Et effectivement, puisque ces questions ne peuvent pas être recoupées par un jugement spontané, eh bien, il est clair que lorsque des lobbies s'emploient à déformer le peu de jugement qu'arrive à concevoir la population, eh bien, ces lobbies ont devant eux, avec ces problèmes d'environnement global, un véritable boulevard. Vous le savez tous, un Américain sur deux est convaincu de l'absence de responsabilité humaine en ce qui concerne le changement climatique en cours. Et quand bien même ce changement climatique en cours peut les toucher, c'est le cas de la sécheresse, c'est le cas de Sandy, alors effectivement, il faut mettre des bémols parce que là on est sur des cas ponctuels, alors qu'en matière de climat, on va parler de série, mais bon, l'interprétation que je peux en donner, et certains médias ne vont pas se gêner, vont faire que je ne vais pas faire le lien entre les deux. Et je n'ai aucun moyen, par moi-même, de le faire. Je n'ai pas accès à la connaissance. En tout cas, je n'ai aucune ressource en moi qui me permettrait, de mon propre point de vue, de trancher. Et donc, effectivement, eh bien, ces sujets soit sont absents, ou soit vont donner lieu à des interprétations tout à fait fantaisistes. Je peux même dire, ça va même beaucoup plus loin, c'est-à-dire que imaginez par exemple que quelqu'un parmi vous dans cette salle resco référence un morceau de plutonium, alors, bien mal il y en adviendrait par la suite, mais nous aurions nous-mêmes ici des conséquences, et sur le coup, personne dans cette salle serait capable de défendre son propre intérêt. Eh bien, c'est bien le problème qui se pose dans l'environnement. Je ne peux pas mesurer mon propre intérêt. Je n'ai pas par moi-même les moyens de le concevoir et de le mesurer. Et alors, quand je vais agir sur d'autres à distance, par exemple, aujourd'hui, certains paysans du delta du Nil, du delta du Gange, doivent abandonner des terres qui étaient cultivées depuis des millénaires. Qui parmi nous sait qu'il a joué un petit rôle, mais qu'en tout cas, l'accumulation par exemple, des gaz à effet de serre à laquelle chacun s'emploie, ne fait absolument pas le lien. Je ne suis pas capable de mesurer mes propres intérêts, je ne suis même pas capable de connaître en quoi j'affecte les intérêts des autres. Ce qui n'est pas du tout le cas si on revient à mon bien-être classique de tout à l'heure. Troisième caractéristique des problèmes d'environnement, c'est leur imprévisibilité. On peut donner comme exemple la découverte des CFC
en 28, leur utilisation intensive dans l'industrie, notamment par exemple pour remplacer l'ammoniac dans les processus réfrigérants à compter des années 50, etc. Et puis on va se rendre compte, vers la fin des années 70, années 80, d'une part qu'on a affaire à des molécules à effet de serre avec un pouvoir de réchauffement beaucoup plus important que celui d'une molécule de CO2, et que les molécules en question contribuent à éroder l'ozone stratosphérique. On n'avait aucun moyen de le savoir en 28, aucun moyen de le savoir en 50. De toute façon, la chimie de la stratosphère n'existait pas. Donc c'était nécessairement une surprise. Et si je reprends tous les grands problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure, que ce soit le changement climatique, que ce soit la déplétion de la couche d'ozone, que ce soit les effets des radionucléides sur la physiologie de nos organismes, etc., toutes ces choses ont été des surprises. Systématiquement, on a découvert après coup quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. On dit souvent, mais Arrhenius calcule dès la fin du début du XXe, je crois, ou fin du XIXe, je ne sais plus, l'incidence d'une consommation à l'époque au très long cours des énergies fossiles sur le climat, mais Arrhenius est suédois, il résonne à l'échelle des millénaires, on est avec une consommation d'énergie fossile sur Terre vraiment peanuts au début du XXe siècle. Pour lui, suédois, ce qu'il découvre est une excellente nouvelle. C'est ce qui garantit à son pays une survie plus importante. Parce que sinon, on pouvait redouter la survenue du prochain âge glaciaire et ses 3 km de glace sur Stockholm. Donc, c'est pas génial pour un Suédois. Pour Arrhenius, l'accroissement anthropique de l'effet de serre, c'est une excellente nouvelle. Il faudra attendre les années 50, et on voit très bien comment ça se passe, hein, avec les travaux de Revel, etc. Il nous faut à peu près 30 ans pour comprendre. On comprend que c'est gros, que c'est une grosse échelle, on comprend. Enfin, quelques milieux extrêmement restreints, et même dans ces milieux, c'est au moins 2 décennies pour piger que non, là, effectivement, on ne va pas être à la fête. Probablement dans la seconde moitié du siècle en cours, du XXIe siècle. Donc, très difficile pour nos politiques de pouvoir faire valoir la qualité, par exemple, que leur accordait Jefferson, en disant on a 2 solutions, soit on a des élus qui nous ressemblent, pas génial, on n'est pas géniaux nous-mêmes, soit on choisit des gens qui sont mieux que nous, et donc qui font faire preuve de plus de sagacité. Bon, je ne sais pas si la réalité a confirmé son propos, mais en tout cas, ce qui est clair en matière d'environnement, c'est qu'aucun homme politique n'a une quelconque supériorité sur ses citoyens en ce qui concerne le devenir possible de certains des problèmes que nous engendrons par nos propres techniques. Et je trouve qu'un des plus beaux exemples, c'est celui qu'avait donné Crutzen au moment où il reçoit son prix Nobel de chimie, en disant qu'on a eu une chance énorme, parce que pour ces fameux CFC, si on n'avait pas pris le chlore comme base, mais le bromure, on aurait détruit très rapidement la couche d'ozone, avant même qu'on ait eu le temps d'en avoir la moindre conscience possible. Et simplement, chaque année, en gros, c'est à peu près 1000 molécules nouvelles qu'on introduit dans la nature, et on a tout intérêt, les industriels ont tout intérêt à augmenter cette rotation. Ça évite de savoir et de comprendre les effets que peuvent avoir telle ou telle molécule, et rassurez-vous, ils ont bien compris le truc. Alors, là aussi, on voit que le politique, en démocratie, ne jouit absolument pas de la supériorité qu'on lui prête. Ça ne marche pas avec l'environnement. 4e caractéristique, c'est le couple inertie-irréversibilité. Inertie, à savoir le temps très long de survenue des dommages après la mise en mouvement d'un mécanisme dangereux, sadinogène. Ça peut aller de quelques années à plusieurs décennies. Si on détruit par exemple des frayères côtières, on verra l'incidence sur les populations halieutiques de poissons que 3, 4, 5 ans après, en matière de climat, comme vous le savez, cette fois-ci, le temps est beaucoup, beaucoup plus long. C'est-à-dire le climat qu'on aura en 2050, nous en avons déjà décidé. Probablement, nous avons déjà décidé d'une partie déjà du climat que nous aurons après 2050. Irréversibilité, c'est l'impossibilité où nous sommes de revenir à l'état initial d'un système.
Si l'on prend par exemple le calcul de David Archer pour la persistance des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, eh bien, au bout de 1000 ans, on a encore entre 17 et 33% des émissions que nous aurons émises. Au bout de 10 000 ans, c'est encore 10 à 15%, et il y a 7% qui ne sont apparemment jamais résorbés totalement. Si on parle en termes de biodiversité, cette fois-ci, l'appauvrissement génétique que l'on a suscité, eh bien, c'est des conséquences sur des millions d'années, et l'impossibilité, évidemment, de revenir à l'instant T. Alors là aussi, c'est une difficulté énorme que cela suscite pour nos démocraties. Pourquoi ? Parce que, surtout quand on considère l'environnement global, parce qu'à une échelle locale, on sait réparer un certain nombre de choses, eh bien, comme on ne le sait pas le faire à l'échelle globale, cela nous contraint de devoir anticiper. En fait, la gestion démocratique de l'environnement devrait être une gestion par anticipation. Or, s'il y a vraiment une chose qu'on ne sait pas faire, c'est anticiper. Dites justement à mes Américains du Missouri ou à de n'importe quelle contrée européenne, ou quel que soit l'endroit au monde, ça ne changera pas grand-chose. Dites-leur, voilà, maintenant, vous devez réduire certaines formes de confort immédiat. Pour éviter de gros problèmes que vous pourriez avoir dans 30 ou 40 ans, il vous rit au nez. Ça n'a pas de sens. La prégnance du présent est telle que ça n'a pas de sens. C'est totalement abstrait. Ça, on a beau savoir, comme le dit un philosophe français que j'aime beaucoup, Jean-Pierre Dupuis, c'est pas parce que l'on sait une chose que l'on croit ce que l'on sait. Et effectivement, c'est bel et bien ce qui se passe dans ce cas-là. Alors, on a... Cinquième caractéristique des problèmes, c'est que finalement, si on veut résumer un peu les deux grandes catégories de problèmes auxquels nous sommes confrontés, on peut dire que dans un cas, on a un problème de déplétion des ressources indispensables à nos activités économiques, et de l'autre, que l'on est confronté à des problèmes de perturbation du système biosphère. Et on pourrait d'ailleurs finalement interpréter les deux en termes de ressources. Mais peu importe, mais si je fais la liste, par exemple, si je reprends les 9 items de Rockström dans son papier célèbre, on a les premiers problèmes que sont, comme vous le savez, le changement climatique, l'appauvrissement génétique des populations, la déplétion de la couche d'ozone, puis après vous pouvez continuer, acidification des océans, etc., usage des sols, usage de l'eau, etc. Dans tout ça, vous n'avez qu'une fois la pollution chimique. C'est un seul item parmi 9. Et donc, la difficulté, c'est que dans notre imaginaire, eh bien, les problèmes continuent à relever les questions de pollution. Or, ni le dioxyde de carbone, ni l'azote, etc., ni l'usage des ressources ne renvoient à des problèmes de pollution. En fait, nos difficultés viennent de l'explosion. D'un côté, nos flux de matière, de l'autre, c'est évidemment étroitement connecté, de nos flux d'énergie. Or, la difficulté, c'est que la solution n'est pas la même. Lorsqu'on a affaire à un problème de pollution, on peut effectivement imaginer qu'une solution technologique est totalement appropriée. Ce qui a fait d'ailleurs le succès des mesures prises après Stockholm. On s'est essentiellement attaqué à des questions de pollution. Et en fait, la décennie des années 70, en termes de réduction des pollutions, avait un bilan extrêmement positif, à la différence du bilan que j'ai fait tout à l'heure. Parce que, encore une fois, on pouvait se fonder sur des alternatives technologiques. Si on a un problème de diffusion de pollution, on peut mettre un filtre, etc. Mais en revanche, quand on a affaire à des problèmes de flux de matière et de flux d'énergie, le problème, c'est plus de produire mieux, mais c'est de produire moins et de consommer moins. Alors je vous assure, si vous voulez être élu en démocratie, dites aux gens que vous allez organiser la cité de telle sorte qu'on y produise moins et qu'on y consomme moins. Vous connaissez comme moi le résultat. D'ailleurs, c'est même un gag, c'est-à-dire que les Verts eux-mêmes ne peuvent même pas avoir ce genre de discours. Bon, alors sinon, c'est franchement résiduel. C'est le cas de la pauvre Eva Joly en France, 2%, et encore, je dois être généreux. Mais bon, ça ne marche pas. C'est inaudible dans une société démocratique. Produire moins et consommer moins, c'est inaudible parce que ça fait... Il y a une vieille généalogie qui peut remonter au moins au XVIe siècle, où on a construit l'homme maximisateur. Regardez Hobbes, regardez Locke.
L'avantage de l'état civil, de la société organisée sous tutelle étatique, eh bien, c'est de permettre à chacun de produire le maximum et de consommer le maximum. C'est le cahier des charges de nos démocraties. Donc ce cahier des charges de nos démocraties, il entre en totale contradiction avec précisément cette 5e caractéristique des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et ça ne passe pas en démocratie. Alors, que faire par rapport à ça? J'imagine que vous n'avez pas la naïveté de croire que je vais apporter une solution. Mais je vais au moins essayer d'éclairer le paysage. Il me semble qu'on a, et c'est ce qu'on trouve dans la littérature, on trouve 3 postures possibles. La première posture, et ça en prenant, disons, les 40 années écoulées. La première posture, c'est chercher à améliorer le système représentatif existant, en restant en général dans le cadre des grands États. La seconde posture possible, c'est de recourir à la démocratie participative et délibérative, ou encore à de petits États. Parce que dans ce cas-là, la démocratie représentative, elle ressemble un peu à la délibérative. Et puis, troisième solution, adjoindre au système représentatif d'autres institutions, à proprement parler, non représentatives. Je vais revenir à chacune d'elles. Alors, si on regarde dans la littérature, par exemple, la philosophe australienne Robin Eckersley, donc avec son idée de démocratie des désaffectés. Alors c'est très drôle parce qu'elle-même, elle se met vraiment dans le cadre de la démocratie représentative. Elle dit que ce qu'il conviendrait de faire, c'est précisément de modifier un peu, par certains côtés, nos processus représentatifs. Et en fait, les solutions qu'elle propose, mobiliser des instruments relatifs aux risques, les études d'impact, ça fait belle lurette, le principe de précaution, ça je peux vous dire que c'est une toute autre affaire, une agence ad hoc, etc. C'est pas représentatif, enfin peu importe. Elle prétend rester dans ce cadre-là et chercher à mieux le faire fonctionner. Dobson en Angleterre, Eckley aux États-Unis, mais déjà avant eux, alors de façon beaucoup plus modeste, Godin avait effectivement, alors lui se disait, bon, on va au moins attendre que les gens deviennent conscients de ces problèmes. Le pauvre, il doit être déçu, parce que si vous regardez, alors même avant lui, si vous regardez le degré de conscience environnementale aux États-Unis, en tout cas au moins dans certaines élites, dans les années 70, où là, les présidents, que ce soit même Nixon, sont très sensibles à ces questions environnementales. Vous allez voir Mitt Romney aujourd'hui ou George Bush avant, vous allez être déçus. C'est plus du tout la même mentalité. Mais bon, Dobson et Eckley proposent des choses du style de réserver certains postes à des délégués de l'environnement, en quelque sorte. Puis ils disent, bah oui, mais le problème, si par exemple j'ai un anti-environnement qui vient, qu'est-ce que je fais? Alors on doit même, c'est tout juste, on ne fait pas passer un examen à un élu pour savoir s'il va pouvoir ou non défendre l'environnement. Donc on arrive à des choses qui ne sont pas très convaincantes. Alors, chose plus fantasque, plus fantaisiste, etc., c'était par exemple la proposition de Bruno Latour de créer un parlement des choses. Un parlement des choses qui serait une sorte de chambre haute où effectivement on pourrait se confronter des scientifiques, alors de la science du diagnostic, pour reprendre le propos de ce matin, qui viendraient défendre les intérêts de certaines catégories d'êtres vivants et des catégories non humaines. Alors, bon, déjà, il s'est jamais, et il a raison d'ailleurs parce que ça marcherait pas, il s'est jamais soucié, si vous voulez, de la moindre plausibilité politique de son système. Il reste dans une généralité absolue. Mais je donnerais qu'un simple petit problème. Souvent, les intérêts dont on va devoir discuter dans ces cas-là, en ce qui concerne les non-humains, ce sont essentiellement des intérêts vitaux, comme celui qu'avait posé au début des années 70 le juge Christopher Stone pour les séquoias géants du minéral King Valley. Le problème, c'était de sauver les séquoias. Alors, justement, dans un Parlement, quand vous avez à discuter entre les intérêts de quelle petite partie des classes moyennes et puis les intérêts de la haute partie des classes moyennes, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Donc on peut composer entre les intérêts des uns et des autres, et le Parlement est là pour ça. Mais on ne compose pas quand il s'agit de savoir si vous devez faire vivre ou ne pas vivre. Le jeu parlementaire ne peut plus, dans ce cas-là,
fonctionner. Et d'ailleurs, imaginons que l'on mette grosso modo des scientifiques en minorité avec une chambre, alors cette fois-ci basse, composée de républicains et de démocrates, avec des républicains un petit peu plus nombreux que les démocrates. Franchement, votre Parlement et votre chambre haute, ça ne changera rien. Vous aurez rigoureusement les mêmes résultats sur le climat. Alors, ce n'est pas une affaire géniale. Donc, deuxième solution, recourir à la démocratie participative ou délibérative, ou encore à de petits États, ce qui n'est pas la même chose. Mais bon. Le premier qui avait mis l'accent là-dessus, c'était Ulrich Beck, dans son livre célèbre sur la société du risque, en parlant de subpolitique, en disant qu'il y avait des sujets aujourd'hui, finalement, qui ne se décidaient plus dans les enceintes traditionnelles de la vie politique. Maintenant, on peut parler de démocratie représentative, alors démocratie sans frontières, comme le fait Dresek, en des sens très très différents, c'est-à-dire sans frontières au sens propre, mais sans frontières institutionnelles. Bon, ok, mais tout ça, ça ne va pas forcément faire que ça changera quoi que ce soit. Moi, je me souviens d'avoir organisé en France une conférence de citoyens dans un cadre qui était lié à la circulation dans un axe très emprunté, la vallée du Rhône, et puis jusqu'aux Pyrénées. Les citoyens de la conférence nous ont dit, vous connaissez vos histoires de climat, c'est vrai, c'est important, vous avez raison, mais ce qu'on vous demande, c'est de nous contraindre en rien. Ok, effectivement. Donc la démocratie participative, autant elle est extrêmement intéressante sur des aspects locaux, autant sur des aspects généraux, les choses sont quand même plus délicates et ce n'est pas évident qu'on puisse... Alors, on peut aussi, toujours dans le même esprit, demander aux ONG, par exemple, quand on voit certaines formes de débat au Parlement, vous aurez des députés, c'est normal, qui... Alors, je ne sais pas si on l'a fait ici au Québec, mais en France, on a eu 2 enquêtes successives d'un ami commun avec Philippe qui est Daniel Bois. Il l'a fait en 2003 et en 2009, où il a enquêté et interviewé à peu près, ou fait interviewer à peu près 200 parlementaires, ce qui est quand même pas rien dans les 2 cas. Eh bien, ce qui ressortait à 6 années de distance, c'est une culture du parlementaire moyen en termes d'environnement qui est quasi nulle. Le parlementaire français en environnement connaît aussi bien les choses que l'ancien président Sarkozy, qui confondait changement climatique et couche d'ozone, et encore, il y a pire. Donc, et on ne peut pas le reprocher. Les parlementaires ont beaucoup de sujets, et en général, ils se spécialisent. Et donc, la plupart ne connaissent pas les grands enjeux environnementaux. Ça ne les empêche pas de voter des lois, rassurez-vous. Mais justement, alors en toute ignorance, souvent sur ces sujets. Donc on peut imaginer encore une autre façon, eh bien, c'est cette fois-ci de se dire qu'effectivement, et ça c'est un Américain que j'aime beaucoup, qui est William Ophuls, qui n'est pas un universitaire, mais qui a écrit des choses très intéressantes en matière de philosophie politique et d'environnement. Lui, on y reviendra tout à l'heure, appelle de ses voeux de petites sociétés. Alors, je vous rappelle un habitant des États-Unis. Il rappelle de ses voeux de petites sociétés avec un modèle mi-rousseauiste, mi-jeffersonien, mais enfin bon, on n'y est pas. Donc là, rien de très satisfaisant quand on regarde la littérature. Alors, avec mon collègue nord-américain, on a essayé de proposer autre chose. Vous verrez que je suis finalement vis-à-vis de nous aussi sévère que vis-à-vis des autres. Mais laissez-moi le temps au moins de vous l'expliquer avant. Eh bien, on s'est dit peut-être qu'une des solutions, au moins de transition, pour faire bouger le système, c'est d'adjoindre à nos institutions représentatives des institutions non représentatives. Et là, je vais revenir après dans les détails, on a essentiellement pensé, c'est un peu plus complexe, je vais y revenir, mais on a essentiellement pensé à l'institution d'une 3e chambre. Donc en général, dans la plupart des démocraties, on a une chambre nationale et puis on a une chambre plutôt des États ou des régions, etc. Bon, d'où on ne change pas ça, mais on ajoute une 3e chambre. Et on y reviendra tout à l'heure avec une composition spéciale, ce n'est pas une chambre d'élus à proprement parler, j'y reviendrai. Et cette chambre a vraiment en charge le long terme. Mais elle ne vote pas les lois, évidemment, elle n'est pas une chambre de représentants. Simplement, elle a un droit de veto qui contraint la Chambre de représentants de revenir sur une décision. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais on s'est dit, et ça c'est un 2e livre, c'est pas Kerry, mais on continue à travailler sur ces sujets avec lui, et on s'est dit qu'un préalable, et là on est vraiment dans le cadre du système français, là c'est vraiment hexagonal, franco-français, et avec qui on va reprendre ça sur une échelle plus internationale. Mais
on s'est dit que ce qui était important, et là ça ne vise pas que la France en fait, c'était déjà de revigorer la démocratie représentative. On a, dans toutes les démocraties aujourd'hui, alors je ne sais pas comment c'est au Québec, mais vous me le direz, mais on a quand même une crise de la démocratie représentative, avec souvent une rotation extrêmement rapide, une espèce de zapping politique des populations, compte tenu de leur déception, avec une certaine forme d'absentéisme pour un certain nombre de choix, et parfois extrêmement importants, qui n'est pas du tout un phénomène français. Mais donc, la première chose, nous semble-t-il, c'était de revigorer cette démocratie représentative. Et ce qu'on proposait pour ce faire, c'était un statut de l'élu. Si vous regardez le Parlement français, et je ne sais pas si c'est différent ici, mais le Parlement français, c'est des mâles blancs, vieux, désolé, et en général plutôt bourgeois. Donc ne vous étonnez pas que, et ça c'est un sport national en France, que chaque fois qu'on prend une décision importante, tout le monde est dans la rue. C'est un pays franchement ingouvernable, je vous le dis tout de suite, mais bon, tout le monde est dans la rue, mais si vous regardez le Parlement, vous comprenez que tout le monde soit dans la rue. Parce que ceux qui sont dans la rue ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui sont au Parlement. Donc il y a quand même un problème. Et alors pour ce faire, ce qui nous paraissait intéressant, c'était de donner un statut de l'élu. C'est clair que si vous et puis de raccourcir la durée des mandats, mais ça c'est peut-être contestable. En tout cas, un statut de l'élu de telle sorte que si je suis issu des classes populaires, je ne sais pas si je suis boulanger et que je ferme ma boulangerie, si je deviens député, j'ai vraiment intérêt à dire n'importe quoi pour être sûr d'être élu après. Parce que ma boulangerie, c'est fini. Je ne la retrouverai pas. Et donc, comment faire que ce genre de souci, qui est quand même un souci extrêmement important, n'empêche pas, ou n'interdise pas certaines catégories de la population à accéder à la représentation. Ensuite, après, on s'en est pris au système français. On a, au sens proprement politique du terme, un président de la République qui est responsable. Alors, ne l'entendez pas mal. Hein. Je veux dire par là qu'il n'est pas responsable devant le Parlement, à la différence d'un Premier ministre. Et la France, alors il y a les États-Unis aussi, mais est une des rares démocraties à présenter cette caractéristique pas très, très démocratique. Ensuite, on s'est dit, ben voilà, on ne va pas se contenter de revigorer la représentation, on va aussi essayer de changer un certain nombre de choses en ce qui concerne le droit de l'environnement. Premièrement, c'est pareil, ça va dépendre d'un pays à un autre, mais le droit de l'environnement est en fait extrêmement peu pratiqué en France. Et les affaires environnementales poursuivies sont rarissimes. Et donc là, il nous paraissait intéressant d'instituer un procureur général de la santé et de l'environnement pour que ces affaires donnent plus régulièrement lieu à des jugements. Ensuite, on a repris l'idée d'un très bon juriste français de l'environnement, qui est Michel Prieur, de dire, effectivement, on est dans une phase très difficile, on voit partout le droit environnemental qui tend à régresser. Donc, inscrire dans la Constitution un principe de non-régression en termes de droit de l'environnement. Alors, on peut attaquer, mais ce n'est pas possible, c'est aller à l'encontre de la souveraineté du peuple. Non, parce qu'en général, c'est tout simplement de prendre des mesures de défense. Alors maintenant, si de nouvelles analyses scientifiques faisaient que telle mesure paraissait inadéquate, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas revenir dessus. Mais en tout cas, ne pas descendre le niveau de protection assuré. Et enfin, instaurer une véritable cour constitutionnelle. Je ne sais pas si vous le savez, mais le Conseil constitutionnel en France est composé d'anciens présidents de la République. En général, maintenant c'est la mode. Ils connaissent tous l'Alzheimer quelques années après être sortis du pouvoir. Ce n'est pas génial pour juger des affaires de l'État. Et puis des gens qui ne sont même pas des magistrats. Donc on a une drôle de cour, ce n'est pas une cour. Et puis ses prérogatives sont assez restreintes. Là, on lui donne, je n'ai pas le temps de venir dans les détails, le temps c'est cool, mais on revient vraiment sur le fonctionnement de cette cour et les prérogatives qui seraient la sienne, y compris forcer le Parlement à se prononcer, à voter des lois, là où il y a une norme constitutionnelle et pas de loi, par exemple, qui correspond. Ensuite, on proposait un véritable collège de la participation, c'est-à-dire une instance, un peu comme le BAP ici, une instance qui aurait vraiment en charge, et ça, on va peut-être y arriver, serait vraiment en charge du débat public et surtout avec une certaine forme d'inventivité méthodologique. En France, on a la Commission nationale du débat public, elle a une seule méthodologie qu'elle applique quel que soit le sujet du débat, ce qui est une absurdité totale et ce qui bloque le système. Alors, et ensuite, on arrivait justement à ces dispositifs non représentatifs, donc avec cette fameuse troisième chambre. Là, on peut hésiter sur la composition, mais
on a proposé dans un second livre la composition suivante, mais moi je trouve de mon côté que ça reste un peu sujet à caution, mais bon, peu importe, d'avoir la moitié d'experts, réputés non seulement pour la valeur de leurs connaissances, mais aussi pour leur engagement dans la société civile en matière de durabilité, avec une procédure assez sophistiquée. Donc en fait, il y a une sorte de liste d'aptitudes tout à fait transparente, et ensuite un choix au hasard, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une personne sur 3 présente sur cette liste qui va finir par siéger dans cette chambre pour éviter certaines formes de manipulation, et la moitié de citoyens lambda, pour qu'on n'ait pas affaire simplement à une chambre d'experts. Mais là aussi, pas des citoyens élus, des citoyens choisis, un peu comme on compose un panel de citoyens dans le cadre d'une conférence de consensus, ou pour reprendre l'expression à la française, une conférence de citoyens. Et ça peut être plus contestable. Et donc cette chambre, où là aussi le mandat est de 3 ans, renouvelable une fois, eh bien, ne peut voter aucune loi. Mais elle a 2 fonctions. La première fonction, c'est de pouvoir, en général étant saisi par le Parlement ou par la présidence de la République, eh bien, d'élaborer des projets de loi transversaux. Par exemple, des projets de loi du type basculement du système des régulations, c'est-à-dire changer l'assiette de la fiscalité, mettre une assiette liée à la consommation de ressources, par exemple, ce qui est en fait en soi très très compliqué, mais sans rentrer dans le détail. C'est lorsque vous allez rentrer dans le détail que vous retombez dans la partition classique et normale, droite-gauche. Si vous restez sur les purs du système, vous n'y rentrez pas. Et deuxième prérogative, c'est précisément de pouvoir opposer son veto, avant évidemment promulgation, à une loi proposée par le Parlement. Simplement, ça veut simplement dire que le Parlement doit réexaminer le projet de loi. Il n'y a que 2 vétos successifs possibles. Alors, il pourrait être pris les 2 par cette 3e chambre, mais aussi par la présidence de la République. Et surtout, ce qui est très important, pour répondre aux défauts que je soulignais tout à l'heure, avec le peu de formation des parlementaires, là, on aurait un collège du futur, composé pas du tout de ténors des sciences, qui vont avoir tendance à défendre leur beefsteak scientifique, mais plutôt de jeunes chercheurs qui pourraient y rester 6 ans, et au bout de 6 ans, effectivement, il est peut-être difficile de revenir dans leur laboratoire. Donc là, on a aussi cette même possibilité de statut dont je parlais tout à l'heure. Mais on trouve une autre forme d'emploi dans la fonction publique, mais il sera là pour faire une espèce de monitoring permanent des connaissances sous-jacentes aux grands enjeux, non seulement environnementaux, mais même aussi en termes, si vous voulez, d'anthropotechnique, c'est-à-dire d'évolution du substrat biologique de la condition humaine. Donc on aurait à la fois des scientifiques des sciences dites dures, mais aussi des scientifiques dites des sciences sociales. Et puis enfin, changer la présidence, c'est que les États-Unis et la France ont un régime présidentialiste. Là, non, le président continue à participer au Conseil des ministres, continue à accéder à toutes les informations auxquelles le gouvernement peut accéder, mais en revanche, il n'a plus aucun pouvoir de nomination. Donc il est simplement le garant du long terme. Lui aussi peut saisir la 3e chambre pour lui demander d'élaborer un pré-projet de loi. Lui aussi peut faire valoir le veto par rapport à une loi avant sa promulgation. Alors, après cette présentation, premier bémol déjà. Attention, ce qu'on propose, ce n'est pas une démocratie écologique. Je m'explique. C'est une transition vers ce que pourrait être une démocratie écologique. Si vous regardez avec le recul de l'histoire, eh bien, si vous regardez la démocratie athénienne, par exemple, la démocratie antique, elle est absolument inséparable de la civilisation hellénistique. Elle est liée à un certain nombre de paramètres qui paraissaient alors structurer la conception qu'on pouvait se faire du monde. Quelqu'un comme Benjamin Constant l'a très bien compris. Dans son fameux discours sur la liberté selon les anciens, la liberté selon les modernes, il met bien en évidence que le substrat civilisationnel de la démocratie antique n'est absolument pas le même substrat que celui de la démocratie qu'il voyait se construire sous ses yeux. Si vous regardez la modernité, eh bien, on a l'affirmation et l'adhésion à une ère d'abondance, au moins potentielle,
une ère à laquelle on a pensé adhérer et au sein de laquelle on a pensé vivre au moins pendant 3 siècles, avec la croyance au progrès, avec une sorte de croyance en une quasi toute puissance de nos techniques. On a cessé de le fantasmer. Pensez par exemple à l'œuvre de Bacon et à son texte célèbre, La Nouvelle Atlantide, où effectivement il pense être arrivé, en s'échouant par hasard, sur une espèce d'île-continent où on pouvait se rendre heureux à la demande, où on avait inventé des espèces animales et végétales nouvelles, des matériaux nouveaux, etc. Et où tout simplement les hommes étaient revenus à l'état de perfection qui était celui de l'espèce humaine, alors composé seulement de 2 individus, Adam et Ève, avant la chute. Ce en quoi il était pélagien. Il pensait que l'humanité était capable, par ses propres moyens, de s'extraire à la turpitude dans laquelle elle s'était laissée enfoncer par habitude. Donc, on est vraiment dans cette espèce de cadre, et nos institutions démocratiques, la démocratie représentative, eh bien, était effectivement le régime le plus adéquat pour que ce type de civilisation débouche, ou plutôt fasse éclore toutes ses potentialités. Or, on n'est plus dans le même monde aujourd'hui. On est au contraire dans un monde socio-naturel et on n'arrive plus à distinguer. Sandy, c'est naturel, mais en même temps, c'est probablement lié au changement climatique, au réchauffement dû aux 10 changements des eaux de surface, etc. Eh bien, nous sommes dans un cadre désormais marqué par la finitude des ressources. Et quand la finitude n'existait pas pour telle ou telle ressource, les fossiles, finalement, on les a en grande abondance. On retrouve la finitude en fonction des conséquences de l'usage des fossiles sur le climat. Et donc, on se trouve aussi face à la nécessité, enfin en tout cas au moins l'opportunité d'une gestion internationale des biens communs. Alors, vous savez ce qu'il en est aujourd'hui et ce qu'on arrive à faire. Et on est dans un domaine où, effectivement, on voit une espèce d'éclatement des niveaux de gestion des biens communs. On n'arrive pas à s'y accorder. On continue, alors notamment aux USA, à faire valoir une espèce de liberté absolue qui devient aujourd'hui absurde. On se rend compte que la liberté et que son exercice, les anciens en étaient tout à fait persuadés, parce que si la cité était vaincue sur le champ de bataille, les gens devenaient esclaves, donc ils n'avaient pas les mêmes problèmes. Mais que l'exercice de notre liberté va dépendre de conditions et sociales et naturelles. Quand vous êtes un libertarien à la Nozick, vous imaginez que vous êtes tout puissant à vous tout seul, mais le pauvre Nozick, il n'aurait pas eu de famille pour l'éduquer, il n'aurait pas eu un système éducatif, un système universitaire, il n'aurait pas été Nozick. Et vous mettez, je ne sais pas moi, Mozart d'être dans tel ou tel peuple premier, ça ne va pas donner la même chose. Il va exprimer autrement son génie. Mais surtout aujourd'hui, si effectivement nos conditions naturelles commencent à se dégrader fortement, il est clair que au moins l'expression juridique de notre liberté va s'effondrer. Et puis on peut poser aussi la question, là on a un type anthropologique, Homo economicus, mais dans un monde avec de telles contraintes comme celles qui arrivent, contraintes matérielles, sur nos ressources, sur la biosphère en général, je ne pense pas que le même type humain soit totalement adéquat. Donc forcément, une démocratie écologique sera au bout du compte très différent de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, c'est une espèce de façon de transiter vers autre chose, mais probablement pas ce que pourrait être une démocratie totalement en adéquation avec un monde profondément changé. Alors, quand il y a un an ou deux, quand je suis allé voir un des politiciens français que j'aime beaucoup, qui est Michel Rocard, je ne sais pas si ça vous dit encore quelque chose, mais c'est un ancien Premier ministre français, un type... Alors qui, lui, par exemple, a suivi la question du climat depuis la fin des années 70 et qui a joué un rôle non négligeable. Et il m'a dit, c'est très bien vos idées, mais vous avez 20 ans de retard. Et il a raison. Il a complètement raison. Et c'est toute la difficulté face à laquelle on est. Revenons sur la question du climat, 30 secondes. Désolé je vais répéter la même chose que ce matin, mais si on avait... effectivement abouti à un résultat à Copenhague, on aurait pu, à compter de 2015, stabiliser, enfin en rêvant, stabiliser les émissions mondiales, et puis ensuite, à compter de 2016, les réduire chaque année de 3%. Imaginez qu'on parvienne, et franchement, rien ne nous dit que ce sera le cas, qu'on parvienne à un accord en 2015, du type Kyoto très très renforcé.
Ça voudrait dire qu'à compter de 2020, on va s'employer à réduire de façon concertée et avec un cadre juridique international nos émissions. Mais cette fois-ci, pour atteindre le même résultat, c'est-à-dire avoir 75 chances sur 100 de ne pas dépasser les 2 degrés à la fin du siècle, eh bien, ce n'est plus de 3% qu'il faudrait réduire nos émissions, mais c'est de 6 à 9. Impossible. Totalement impossible. Donc imaginez qu'une démocratie plus écologique parvienne dans quelques pays à s'instaurer d'ici à la décennie. Mais si elle voulait prendre au sérieux ses propres problèmes, l'effort qu'elle demanderait à la population est un effort auquel la population, a priori, me semble ne pas devoir consentir. Et donc, quel pourrait être, dans ces cas-là, l'intérêt et la chance d'une démocratie écologique? C'est pas simple, c'est pas facile. Pas forcément complètement tranché, mais en tout cas, effectivement, plus on va tarder à faire un infléchissement institutionnel, et plus cet infléchissement aura du mal à s'installer et à être accepté. D'où cette idée qu'on voit de plus en plus dans la littérature, c'est pas très drôle, mais l'idée d'un effondrement possible. D'un effondrement possible de nos sociétés. Il est vrai que si on regarde les tendances actuelles, on fait rigoureusement l'inverse de ce qu'on devrait faire si tant est qu'on prenait au sérieux ce que nous disent certaines sciences du diagnostic. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une vieille intuition. Vous avez au moins trois auteurs au XIXe siècle qui ont cette intuition de l'effondrement. C'est assez curieux. Le premier, c'est Charles Fourier. Alors, Charles Fourier, c'est un personnage un peu particulier. Bon. Et Eugène Usard, qui a écrit un livre, La fin du monde par la science. Bon, mais ça vaut vraiment le coup de le relire aujourd'hui. Il a été réexhumé il y a quelques années. C'est un très, très joli petit livre. Et puis, alors plus célèbre à l'échelle internationale, George Perkins Marsh, dans Man and Nature, qui imaginait effectivement qu'on était carrément en train de détruire tous les lambris de la pièce dans laquelle on habitait et qu'on allait finir par détruire la maison. Thème qui revient dans les années 70 et qui commence à revenir aujourd'hui un petit peu dans la littérature. Mais alors aujourd'hui, il ne revient plus avec des intuitions. Il revient dans la littérature scientifique elle-même. Et donc, si je regarde, par exemple, mon fameux Ophuls de tout à l'heure, ce n'est pas qu'il est complètement naïf, c'est qu'en fait, il présuppose cette possibilité d'un effondrement. On a d'autres textes dans la littérature qui font ça, et un mouvement qui, au moins en Europe, a beaucoup de succès, comme les villes en transition de Rob Hopkins, c'est à la limite un mouvement de résilience, un petit peu, dans cet état d'esprit. Alors, comment on peut positionner cette idée de démocratie écologique en fonction, effectivement, de cet effondrement éventuel? On a plusieurs postures possibles. Il me reste combien de temps? Ok. Alors, on a plusieurs postures possibles. La première posture, c'est de se dire, finalement, c'est foutu. Pas très drôle à dire. C'est fichu. Ce qu'il faut faire, c'est réfléchir à l'après. On n'arrivera pas à infléchir le système, saturons-le. Laissons-le aller jusqu'au bout. Il s'effondrera de lui-même. Et là, alors, je ne parle pas du nombre de victimes associées, mais c'est assez dramatique, mais essayons de penser à ce qu'on pourrait reconstruire après. C'est une posture qu'on commence à voir maintenant de temps en temps. Et pour ma part, j'opte pour une solution qui n'exclut pas celle-là, mais qui est différente. Non, c'est de dire que, essayons quand même, et on a tout intérêt à le faire, ne serait-ce que sur un plan éthique et moral. Essayons d'infléchir le présent, même si c'est très, très, très difficile. Faisons tout ce qu'on peut dans la mesure. Et en même temps, eh bien, finalement, essayons de donner un statut à ces expériences. Ville en transition, ville autosuffisante sur un plan alimentaire, éco-village, communauté des différentes sortes, expérience des monnaies locales. En France, maintenant, il y a même une nouvelle mode, c'est des gens qui se rassemblent, qui se retirent complètement des services sociaux et qui essaient de reconstruire une économie parallèle. Eh bien, finalement, mettons-nous, et je finirai là-dessus, mettons-nous dans la posture de certaines élites romaines du 3 et du 4e siècle. Vous savez qu'au 3 et 4e siècle, il y a pas mal d'honorati, par exemple même de préfets, qui quittent Rome, qui abandonnent Rome. Qui abandonnent Rome et qui abandonnent les valeurs de Rome et cherchent à construire une contre-société. Alors à l'époque, elle est assez ardue, cette contre-société. C'est les monastères. Et si vous regardez bien,
après l'effondrement, c'est très souvent, par exemple, on a le monastère de l'Érins en France, autour duquel se reconstruit toute la Gaule du Sud et se réorganise la Gaule du Sud. Alors pourquoi, finalement, une tâche d'une démocratie écologique en transition ne serait pas de jouer sur les deux tableaux? À la fois d'essayer d'infléchir le système, de faire que les dégâts qu'on va susciter seront moindres, en tout cas de tout faire pour, quelles que soient effectivement les difficultés, puis en même temps, on peut échouer. L'intérêt, c'est de ménager, dès aujourd'hui, et d'y réfléchir à une alternative plus ou moins radicale. Alors, entendons-nous bien, une alternative plus ou moins radicale, c'est pas forcément, c'est pour ça que je vous rappelle les monastères, c'est pas forcément un endroit où tout le monde il est beau, tout le monde est gentil et que nous sommes tous égaux. C'est une autre société qui s'organise différemment, mais en tout cas, qui va conforter sa résilience et qui essaie d'anticiper un impact sur le système global beaucoup moins grand. Et on va lancer à Lausanne, mais en partenariat avec d'autres universités, un programme de recherche où on va essayer d'étudier par le menu ces différentes expériences et essayer de voir quels seraient les leviers juridiques sur lesquels on pourrait compter pour donner une forme de statut à ces expériences. Voilà, je vous remercie de votre attention.